I'm really into witches. Really? Me too. We just learned about those sisters in school. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je m'accompagne ici de spécialistes afin d'aborder les grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, je reçois mon amie Julie, thanatologue et médium. Elle est désormais une invitée régulière du podcast. Ensemble, nous allons parler des sorcières et nous intéresser à leur histoire loin des clichés et de l'iconographie dépeinte par les médias. Qui sont les sorcières? Faut-il vraiment les craindre? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Coucou Julie, comment ça va? Salut Vanessa, écoute, ça va bien et toi? Écoute, ça va parfaitement bien parce qu'on est au mois d'octobre et c'est ma saison préférée puisque c'est Halloween. Et je crois pas que c'est ta saison préférée, toi. Toi, tu préfères Noël, non? Ouais, c'est ça, mais ça vient juste après, donc c'est bientôt. Allez, encore 2 mois. 2 mois, tu vas pouvoir commencer les préparations. Oh, je commencerai bien avant, oui. Ça m'étonne pas de toi. Bon, désolé, on va ni parler de Noël ni d'Halloween cette fois-ci, mais on va parler de sorcières, qui est, moi, un sujet que je trouve absolument fascinant. Et je voulais partager ça avec toi, parce que je pense qu'on va se rejoindre sur plein de points. Mais première question, Julie, quel est ton rapport aux sorcières? Est-ce que tu as grandi avec les sorcières? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as regardé Charmed? Est-ce que tu as regardé Sabrina? Tout ça. Comme tout le monde, je pense que enfant, j'ai grandi avec les sorcières de Disney. Donc moi, la première qui me vient en tête comme ça, c'est Ursula dans La Petite Sirène. Évidemment, c'est vrai que c'est une sorcière. Hein. Les gens ont tendance à l'oublier parce qu'elle est sous la mer, tout ça, et qu'elle est à moitié pieuvre, mais c'est bien une sorcière. Ouais. Elle était assez effrayante, Ursula. Tout à fait, une vilaine sorcière. Mais c'est bien parce que tu pointes du doigt déjà quelque chose qui est justement Disney, parce que moi c'est là où je pense que je vois mes premières sorcières. Et il y a aussi la sorcière dans Blanche-Neige qui est absolument comme la grosse caricature qu'on peut en faire, absolument hideuse avec son grand nez, sa verrue sur le nez. Et c'est étrangement Disney qui a renvoyé ces images complètement faussées de sorcières. C'est pas les premiers, hein, mais c'est eux qui ont vraiment appuyé sur la sorcière est moche et méchante. Et tu vois, on est toutes les deux à partager l'expérience et je pense beaucoup d'autres gens aussi. On a eu notre première image via Disney et on a été, je vais pas dire traumatisés, mais l'image de la sorcière, c'était pas l'image des princesses, quoi. Tu vois, moi, j'étais pas fascinée par les sorcières à cette époque. Je sais pas toi, mais... Ah, c'est certain. C'est venu plutôt à l'adolescence. C'est venu plutôt à l'adolescence, du coup, avec des séries, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc moi, je regardais pas trop Charmed comme beaucoup, mais plutôt, moi, j'ai le souvenir de Willow dans Buffy contre les vampires. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y avait Willow qui était sorcière dedans. Tout à fait, et au moment où elle se transforme en Dark Willow, ça m'a complètement fascinée, moi. Alors, du coup, moi, j'ai presque honte de l'avouer, mais je n'ai jamais réussi à regarder Buffy, en fait. J'étais pas hyper fan, malheureusement. Et du coup, quand tu dis Dark Willow, c'est-à-dire c'était une sorcière méchante qui faisait de la magie noire? Ouais, en fait, Willow, c'est la caricature de la gentille petite geek, tu vois, qui est mignonne, bien sous tout rapport. Et elle commence la magie, et effectivement, la magie... comme une addiction, en fait, va la manger et elle va se transformer en sorcière super puissante, et les pouvoirs qu'elle va avoir font que elle va se tourner plutôt du côté sombre de la force. Ce qui est assez... là, du coup, je commençais à réfléchir en me demandant... est-ce que là aussi, ils sont pas partis sur un cliché de si tu commences la magie, forcément tu te fais happer, tu sombres dans la magie noire. Tu sais, c'est un petit peu énorme cliché... Je sais pas ce que t'en penses, mais... C'est cliché, et en même temps, c'est intéressant parce que ça veut dire que, tu vois, c'est un peu je cherche le mot, une métaphore avec quand t'as plein de pouvoirs, qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Okay. Est-ce qu'on fait le bien? Est-ce qu'on fait le mal? Tu vois, moi, je peux rapprocher ça des gens comme des présidents, par exemple, des dictateurs qui ont tous les pouvoirs, et qu'est-ce qu'on fait de tous ces pouvoirs? Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, et aussi, tu sais, sur le simple concept manichéen qui est que y a pas que des gens bien d'un côté et des gens mauvais de l'autre. Le bien, le mal, c'est en nous, et peut-être en effet dès que t'as des pouvoirs, t'as du mal à jauger le bien, le mal, justement. Ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant. De toute façon, un grand philosophe du nom de Dumbledore a dit un jour qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Merci Dumbledore. RIP. Tu nous manques. Mais oui, mais c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Non, mais en fait,
tu vois, ça me confirme bien ce que tous les gens disent qui étaient fans de la série Buffy, que c'était une série hyper intelligente, hyper bien amenée, Oui. assez avant-gardiste. Et tu vois, même là, sur ce concept-là, bah, ils l'ont plutôt bien amené. Est-ce qu'après, elle redevient une gentille sorcière ou elle reste Dark Oui. Willow? Non seulement elle redevient une gentille sorcière, mais elle se transforme à moitié en déesse. Oh, waouh, c'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Oh, waouh. C'est vrai que ouais, elle va apprendre en fait, si tu veux, elle va aller dans un. En fait, c'est simple. C'est comme pour les drogués. Elle va aller dans un centre de drogués de Pourquoi? la sorcellerie, on va dire, pour se faire désintoxiquer de cette mauvaise addiction. Et, Ok. et elle va. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Buffy, je vais pas tout raconter. Si un jour vous avez envie de regarder, mais la bataille finale, en fait, elle va littéralement se transformer. C'est incroyable. Ça me donne Mm. presque envie de regarder. Moi qui n'ai jamais réussi à accrocher juste pour ce passage. Peut-être que je regarderai le dernier épisode. Ah, c'est Bah, le génial. meilleur de toute la série. D'accord, bon bah très bien, je vais regarder le dernier. Mais justement, tu vois, on met aussi le doigt sur quelque chose d'intéressant qui est que dans les années 90, il y a eu comme ça une explosion des séries. Alors, il y a eu Charmed, il y a eu Sabrina, il y a eu bah, du coup Willow qui était dans la série Buffy contre les vampires, où on a apporté une image de la sorcière très très différente de tout ce qui avait été dépeint au 20e, 21e siècle, où vraiment la sorcière était la sorcière comme celle qu'on nous avait montrée dans Disney. Et on a un petit peu glamourisé comme ça la sorcière. Et c'est intéressant en fait d'un point de vue historique de comprendre comment tout ça s'est déroulé, parce qu'au final, la sorcière, c'est ni ce qu'on nous apporte aujourd'hui dans les séries, ni ce qu'on nous apportait dans les Disney à l'époque ou dans d'autres films où la sorcière est hideuse, méchante, où elle mange les enfants, on sait pas trop ce qu'elle fait, on comprend pas d'ailleurs pourquoi elle est aussi méchante. Mais l'image de la sorcière est hallucinante et on va retracer un petit peu l'historique. Mais avant ça, je voulais te demander, est-ce que tu as vu au cinéma dernièrement le film Les sorcières d'Aquelarre? Absolument pas. Alors, je sais pas s'il est toujours au cinéma. S'il l'est, je te le recommande vivement. C'est un petit film qui a pas fait trop de bruit. Je crois d'ailleurs que je suis pas certaine que beaucoup de gens l'aient vu. Les gens qui l'ont vu, en tout cas, ont adoré parce que ça retrace un point de l'histoire. C'est une approche très réaliste de ce qui s'est réellement passé avec à l'Inquisition quand il y a eu cette fameuse chasse aux sorcières. Et là, c'est un film qui se passe au Pays Basque. Et ça se passe au XVIIe siècle. Et en fait, il y a 5 adolescentes qui vivent sereinement dans un petit hameau, qui se voient du jour au lendemain arrêtées justement par l'Inquisition. Et on les enferme, on commence à leur raser les cheveux, on commence à leur planter des aiguilles. Alors j'expliquerai après pourquoi justement, mais c'était des vraies pratiques à l'époque. Et on les questionne en permanence. Les gamines, elles sont un peu perturbées, elles comprennent pas trop. Après, elles comprennent vite qu'on les prend pour des sorcières, on les accuse de sorcellerie, on les aurait dénoncées. Et les personnes qui les ont arrêtées sont un petit peu, comment dire, un petit peu blasés même limite, parce qu'ils sont là, eux, ils ont juste envie d'arrêter des sorcières et de les tuer, donc ils posent leurs questions sans vraiment croire à ce qu'ils demandent. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent simplement, c'est voir un sabbat. Ils veulent absolument assister à ça. Et du coup, il y a une des adolescentes qui a un petit peu plus de culot que les autres. Alors, je suis désolée, je suis en train de spoiler à mort pour les gens qui l'ont pas vu. Si vous avez envie de le voir, n'écoutez pas parce que je vais aller jusqu'au bout, en fait. Peut-être n'écoutez pas pendant 1 ou 2 minutes. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que une des adolescentes va prendre le dessus. Elle va rentrer dans le jeu. De ces mecs qui sont en face d'elle, qui les ont arrêtés, et elle va leur faire croire qu'en effet elle peut réaliser un sabbat, qu'elle a besoin de ci, ça, machin, de costumes, de machin. Elle va les emmener dans la forêt. Et bref, là je vais pas raconter le final, mais il se passe un truc absolument hallucinant et c'est hyper représentatif déjà de ce qui s'est réellement passé à l'époque, de pourquoi on arrêtait les sorcières, pour quelles raisons exactement, comment ça se passait et les fins tragiques parce qu'il n'y avait pas de belles fins. Et aussi, on comprend aussi à la fin que justement, il y a cette image des sorcières qu'on avait à l'époque qui était qu'elles avaient des pouvoirs absolus, qu'elles fréquentaient le diable, tout ça, machin, et qu'on leur donnait justement ces pouvoirs fous, comme par exemple le pouvoir de voler, tout ça. Et on se rend compte à la fin du film que pas du tout, en fait. Les sorcières étaient simplement des femmes. Et j'ai trouvé ce film
à la fois beau, la photographie était jolie, simple, et c'était bien parce que ça abordait vraiment ce qui s'est passé à l'époque et ce qu'étaient les sorcières tout simplement. C'était simplement des femmes qui demandaient rien à personne, des femmes peut-être un peu plus avancées par rapport à leur génération, par rapport à leur époque, qui avaient envie d'être émancipées, qui avaient envie d'être libres et qui se sont vues refuser tout ça. Alors justement, on va retracer un petit peu l'historique. Est-ce que toi, tu as une bonne connaissance de l'histoire des sorcières justement? Bah, comme d'habitude, on peut en parler pendant la période du Moyen-Âge. Ouais. Si personne n'a compris encore que c'est ma période préférée, c'est que vous n'avez pas bien fait attention. Voilà. Et puis après, j'en ai une connaissance effectivement jusqu'à encore aujourd'hui, puisqu'il y a encore des chasses aux sorcières dans certains pays du monde aujourd'hui. À ce jour même? Oui, tout à fait. Dans des pays type en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Afrique, en Inde, on a encore des femmes qui se font arrêter et qui sont exécutées parce que sorcières. Ce qui est absolument incroyable. Enfin, c'est révoltant. Alors nous, c'est vrai que ça n'existe plus en France. Alors déjà, on parle de sorcières, en effet, depuis quelques années. Là, il y a une sorte de mode qui est revenue, qui est que être sorcière, c'est cool. Alors, je sais pas si t'as vu ça, mais il y a plein de livres qui sortent de genre witch machin, witch par-ci, devenez une super sorcière, filtre potion et je sais pas quoi. Et il y a cette image qui est adressée, je pense, beaucoup à la jeunesse, aux jeunes femmes, de devenez sorcière parce que c'est cool. Je sais que cette image de sorcière a été reprise par beaucoup de mouvements féministes. Ça, je trouve ça plutôt bien parce qu'en effet, on va revenir avec l'historique, mais c'est peut-être le premier mouvement féministe de l'histoire, les sorcières. Mais par contre, ce qui s'est passé d'un point de vue marketing et commercialisation de livres, de coffrets, je crois même à un moment Sephora faisait un coffret pour les petites sorcières machin nanan. Moi, ça me dépasse un peu. Je sais pas ce que t'en penses. Tu l'as vu ce mouvement arriver ou pas? Ouais, mais c'est vrai que bon, c'est en ce moment, c'est un effet de mode. Alors, bon, encore une fois, les effets de mode sont ni bons ni totalement mauvais. Parfois, ça permet de faire connaître un mouvement ou des croyances, ou voilà. Et puis, avec les dérives que ça connaît derrière, c'est-à-dire que parfois on vulgarise, on popularise à outrance jusqu'à perdre la substantifique moelle de la naissance d'un phénomène, quoi. J'ai l'impression d'être dans le cercle des poètes disparus. Excusez-moi, je me suis un peu laissée... C'était magnifique. Tu as prononcé lyrique. Tu as prononcé substantifique moelle et j'étais là, j'avais des cœurs dans les yeux en me disant elle est formidable. Incroyable. Comment tu as placé ça? On dirait que c'est un pari. T'as fait un pari avec tes potes, c'est ça? Je vais placer ça à ce moment-là. Je jure que non. Je jure que non. C'est génial. Mais en même temps, je comprends ce que tu veux dire. Ce qui est absolument juste, qui est que c'est bien, en fait. C'est bien qu'on parle des sorcières et c'est bien qu'on redore un petit peu l'image de leur sorcière en disant la sorcière finalement elle est au fond de chacune d'entre nous, c'est un mouvement qui a été important et c'est un mouvement qu'il faut maintenir. Par contre, tu vois, quand tu vas un petit peu sur Instagram, c'est peut-être là où ça m'a un peu plus saoulée, c'est j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sorcières instagrammables, ouh là là, beaucoup de mal à dire ce mot, juste pour faire joli sur Instagram, tu sais, putain, c'est pas compliqué à dire pourtant Instagram, voilà. Juste pour faire joli sur Instagram, tu sais, mettre des jolis cristaux, tout ça, et au final, et derrière, les rituels, l'histoire, c'est ça qu'il faut raconter, tu vois. Après, c'est bien, c'est sûr, hein, il en faut pour tout le monde, mais tu vois, quand t'es en train de me dire là que en Papouasie, on est encore en train de tuer des sorcières, en Inde aussi, et que bah, dans les pays occidentaux, on est en train de faire des photos de cristaux pour dire moi je suis sorcière et c'est cool, c'est bizarre quand même, tu vois, cette différence dans le monde encore à ce jour. Il y a un décalage effectivement entre le monde occidental et puis le reste du monde. Et c'est vrai que il y a cette mode très de la sorcière très esthétique sur Instagram, puisque bon, c'est quand même un réseau à la base qui était fait pour faire de belles photos. Et on le retrouve justement dans ce mouvement-là, alors que moi, par exemple, quand je fais la sorcellerie, c'est pas instagrammable, quoi. Enfin, je peux pas prendre de photos, ça serait dégueulasse et personne n'aura envie de me suivre.
Ah bon, à ce point-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est-à-dire que quand tu jettes un sort, en fait, à la base, tu cherches pas à te dire: «Alors attends, où est-ce que je mets ma poudre, à droite, à gauche, en haut, en bas? Où est-ce que c'est le plus beau?» Tu t'en fous, en fait, tu en as partout, tu t'en mets plein les doigts, j'en ai sur le visage, j'en ai partout et puis je fais ma tambouille. Tu en parles un petit peu? Donc du coup, si tu en parles pas sur Instagram, tu en parles quelque part que tu fais de la sorcellerie, toi, de ton côté? Non, pas trop. De temps en temps, j'en parle sur Instagram, mais c'est vrai que c'est pas ce sur quoi je communique le plus, à vrai dire, c'est une pratique un peu personnelle, en fait. Comment tu as commencé du coup, toi? Mais je crois que j'ai commencé à l'adolescence, Ouais. mais comme beaucoup, en fait, parce que moi aussi, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer, c'est, heu, bah, tu vois, tu parlais de cœur dans les yeux tout à l'heure, moi j'avais ça, quand je regardais Willow ou, quand tu regardes Charmed et que, tu les vois faire des sorts, adolescente, il me semble bien que j'avais envie que mon petit copain de classe tombe amoureux de moi et j'ai bien dû jeter un sort ou 2, pour, devenir la femme de sa vie. Enfin, tu vois, adolescent, on a quand même des préoccupations, comment dire? Qui sont plus, heu, peut-être, alors, puériles que quand on est, adulte, même si, quand on est adolescent, on ne ressent pas ces préoccupations-là comme puériles. Mais enfin, voilà, on a envie, d'avoir le pouvoir, de contrôler les choses, on contrôle pas sa vie adolescent. La magie, la sorcellerie, en fait, ça te donne cette image que, tu vas pouvoir lancer des sorts pour contrôler ta vie. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas, mais Je suis complètement d'accord et je suis complètement d'accord avec le fait qu'on commence aussi, souvent à l'adolescence, justement, à un âge où, tout explose déjà, d'un point de vue des hormones. Dans notre tête, on a du mal à se placer au niveau de la société et moi, je sais que j'ai commencé aussi à cette époque. Alors toi, du coup, tu dis que tu as commencé, parce que, tu voyais, Willow, Dark Willow et que ça t'a un petit peu donné envie et qu'en effet, tu vois, il y a ce fantasme, de vouloir, jeter un sort pour que le mec, que tu kiffes, puisse tomber amoureux de toi. Moi, j'ai commencé, sans le vouloir, mais c'est une médium plus tard qui m'avait dit qu'a priori, j'avais fait une régression. C'est que du jour au lendemain, j'ai commencé à faire de la magie dans ma chambre. Je faisais des. Alors moi, du coup, c'est un truc que j'ai gardé, c'est la magie. Alors je la pratique pas tout le temps. Je me considère pas du tout sorcière, mais j'utilise de la magie à bougies. Alors je sais même pas comment ça s'appelle. J'utilise beaucoup de bougies que je sculpte et j'écris des mmh messages beaucoup dedans. Enfin, voilà. Et j'ai commencé à faire ça à l'adolescence et j'avais des rituels que je faisais. Je savais pas d'où ça venait. En fait, j'avais pas vu ça. Dans des documentaires où j'avais pas lu de livre, vraiment c'est venu comme ça et en allant voir une médium, elle m'avait dit que j'avais fait une régression. Bon bref, c'est un peu facile à dire mais je sais pas du tout et j'ai commencé comme ça à tester mes pouvoirs en jetant des sorts à mes amis sur des choses bien précises. Les choses se passaient donc bon tu vois moi déjà à l'époque j'étais un peu cartésienne donc j'ai bon c'est peut-être des synchronicités machin mais je sais pas si je t'ai déjà raconté ça, je sais pas si je l'ai raconté quelque part mais en fait est arrivé un jour où j'ai malheureusement, j'ai envie de te dire, et ça arrive justement à l'adolescence, c'est qu'une de mes amies s'était fait tromper par son petit copain et que, tu sais, t'es dans l'époque où les amis avant tout, et puis là, elle était bouleversée et moi, j'étais folle de rage. mh. Et j'ai jeté un sort, mais sans le vouloir. Mais j'ai jeté un sort plutôt dark en fait, et il s'est déroulé. Et honnêtement, vu ce qui s'est passé, c'est très bizarre dans ma bouche, mais c'est impossible que ce soit une synchronicité. J'ai pas envie non plus de croire que c'était des pouvoirs que j'avais. Je crois que les intentions étaient tellement fortes, et les émotions envoyées tellement fortes qu'on a réussi à créer un truc qui n'était pas bien. Et en fait, à partir de ce jour, c'est-à-dire que moi, j'ai fait de la magie, je pense, pendant 2 ans et j'ai arrêté parce que c'était vraiment pas bien et j'ai eu très très peur en fait. J'ai eu très peur. Tu sais, dans le dernier podcast, on parlait de Monsieur Bonaventure que j'avais rencontré, que je t'avais dit Mmh. à cette époque justement, je faisais beaucoup de magie. Tout ça, c'est à la même époque en fait. Et après ça, moi, j'ai arrêté. Et de temps en temps, je refais quelques rituels avec des bougies, mais c'est de la bonne magie, de la magie maîtrisée. Tu vois, en tant qu'adulte OK. maintenant. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, je pense que ça va être un petit peu. Pour moi, je pense en effet, c'est exactement la phrase que tu utilisais à la fin. C'est, je pense que la magie, ça doit être fait quand on a la maîtrise, mais la maîtrise de tout, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de sa personne, qu'on sait qui on est,
qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut faire, tu vois. Parce que la magie, je pense que ça peut avoir un impact extrêmement grave sur les gens et sur soi-même. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça, effectivement, ouais. Ouais, ouais. Et moi, par exemple, je pratique pas de sorcellerie quand je suis malade, quand je suis en dépression, quand je suis chafouin. Enfin voilà, c'est quelque chose que tu fais quand tu as des émotions plutôt positives, on va dire. Oui, donc toi, voilà, t'as appris avec le temps qu'il fallait absolument que tu fasses la magie dans ces moments-là, pour justement Ah faire bah de la oui, bonne c'est magie. clair. Voilà. Donc il faut un petit peu d'expertise, il faut un petit peu de. Mais comment t'as appris toi du coup à jeter des sorts? T'avais acheté des livres, des trucs comme ça? Mais à l'époque, ça n'existait pas, ma pauvre. Rappelons quand même que je vais avoir 42 ans tout de même. On s'envoyait des tablettes et des signaux de fumée. Non, je plaisante, mais à l'époque, on cherchait le peu de ressources qu'on avait sur Internet. C'était les forums qu'on utilisait. Tu vois, c'était ce genre de choses en fait. Et après, j'ai appris du coup par moi-même sur le tard. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais pour toi personnellement et pour tes proches? Oui, c'est ça, quelque chose. Oui, ou pas forcément que pour mes proches, mais c'est pas quelque chose dont je fais étalage partout, on va dire. Ok, donc ce que je te propose, Julie, c'est qu'on fasse un petit tour justement de l'histoire des sorcières. Qui sont ces sorcières, depuis quand elles existent, et savoir si véritablement c'était des méchantes sorcières comme on les a dépeintes, ou si vraiment, par contre, non, c'était complètement autre chose. Donc on va voir ça ensemble. Alors, du coup, les sorcières, en fait, elles ont toujours plus ou moins existé. Il y a des références d'elles à l'Égypte antique, à la Grèce antique. Alors c'était souvent à l'époque des femmes de chamanes, et des femmes de chamanes justement qui reprenaient un petit peu ce qu'elles voyaient de leur mari et qui les utilisaient pour faire plein de choses à côté, puisque la sorcière à l'époque, et c'est pour moi aussi l'image de la sorcière, c'est qu'elle n'est pas qu'une personne qui jette des sorts, c'est avant tout une herboriste. Elle a un savoir absolument incroyable sur toutes les plantes, comment les utiliser, quels sont les bienfaits ou les méfaits. Elle était sage-femme, puisque c'est souvent les sorcières, justement, comme elles étaient un petit peu émancipées en dehors des villages, qui aidaient à l'avortement des femmes et des jeunes femmes. Elles sont aussi devineresses, elles sont astrologues, guérisseuses. Bref, en fait, la sorcière et a toujours été bien vue, en tout cas à l'époque antique, et était pleine de savoir. Surtout pour moi, c'est du savoir, c'est une approche proche des éléments, proche de la terre justement, proche du monde, et avec sagesse et avec beauté. Et c'est des femmes aussi qui savaient manipuler les énergies, qui connaissaient justement les lunes et ce que ça pouvait apporter sur les gens et sur le monde justement. Et justement, elles utilisaient tout ça, tout ce savoir pour le partager avec les gens, et ou parfois pour les contrer, les attaquer. Voilà. Mais il y avait vraiment une maîtrise de tout ça, et en tout cas, avant Jésus-Christ, l'image de la sorcière était plutôt belle et plutôt reconnue un petit peu comme un chaman dans une tribu. Voilà, c'était une personnalité importante. Mais bien sûr est arrivé Jésus-Christ justement et le christianisme, et à partir de là, ça a commencé un petit peu à être compliqué. En fait, ça commence vraiment, je crois, au XIIe siècle, où en Europe, on essaye d'apporter le christianisme, mais le christianisme n'est pas encore bien implanté. Et c'est à cette époque justement que l'Église, qui a vraiment envie d'avoir le tout pouvoir sur le pays, sur les gens, essaye de s'imposer. Alors dans plusieurs domaines, mais là particulièrement aussi par rapport aux païens, entre autres, et essaye d'imposer le christianisme. Et vraiment, l'Inquisition, la chasse aux sorcières telle qu'on la connaît, va commencer à partir d'un pape qui s'appelait Jean XXII, qui va lancer une chasse aux sorcières en 1326. Alors, à l'époque, c'est plutôt une chasse aux sorcières personnelle, c'est-à-dire que lui, il voulait se venger, il était persuadé d'avoir été envoûté par une sorcière, et il voulait se venger. Donc, c'était une petite ampleur, en fait. C'était plutôt autour de là où il était. Voilà, il faisait tuer quelques femmes, mais ça n'avait pas du tout encore pris à l'époque l'ampleur qu'on a connue. L'ampleur telle qu'on la connaît, cette chasse aux sorcières, elle commence un siècle après. Et là, en fait, ça prend tellement d'ampleur que c'est pas seulement en France, c'est en Europe, et après ce sera même à Salem et dans le monde entier. On accuse les sorcières justement d'être liées à Satan,
de tuer des nourrissons, de lancer des malédictions. En gros, en fait, tout ce qui se passe de négatif, mais qui sont pour des causes naturelles le plus souvent, genre les récoltes qui n'ont pas fonctionné, beaucoup de neige, je sais pas, enfin tout ce que tu peux imaginer en fait, des pluies torrentielles, des choses comme ça, ce serait à cause de ces femmes. On les accuse de tout ça. Et en fait, le message se fait passer auprès des villageois, et les villageois à l'époque étaient déjà très superstitieux, ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de a priori femmes sorcières qui se font accuser, bien souvent à tort, c'est-à-dire que bien souvent elles n'étaient même pas comme les sorcières que j'ai décrites au début, qui étaient herboristes, sages-femmes, tout ça, rien du tout de tout ça, c'était simplement des femmes qu'on avait envie d'accuser. Et du coup, l'Inquisition venait les prendre. Alors, c'est là où c'était absolument affreux, parce qu'en fait, elles étaient tout de suite enfermées dans des conditions absolument pitoyables. Il y avait un interrogatoire à la dure pendant 2-3 jours, bien souvent. On leur rasait la tête pour chercher la marque du diable. On leur plantait des aiguilles profondément dans plusieurs parties du corps pour voir si le sang jaillissait, parce que si on se rendait compte que le sang ne jaillissait pas, ça voulait dire que le diable était déjà en elles. Et après tout ça, après les interrogatoires, on leur demandait de parler du sabbat, tout ça. En fait, ce qui se passe à cette époque, c'est que apparemment les femmes, au bout de plusieurs jours d'interrogatoire et de torture, parce que là je décris que quelques petites choses, mais c'est parti souvent bien plus loin, c'était vraiment absolument affreux. Certaines femmes avouaient des choses absolument horribles, mais on dit à l'époque, en tout cas les historiens qui sont intéressés justement à tout ça disent que c'est probablement parce qu'elles commençaient à sombrer dans la folie et que elles en pouvaient tellement plus en fait de se faire torturer qu'elles avouaient des choses mais limite stupides, et c'est exactement ce qu'on voit dans le film Les sorcières d'Akelarre. En fait, c'est des choses tellement stupides qu'on a du mal à croire qu'en face sont des choses qui ont été référencées en tant que sorcellerie, genre des femmes qui disaient oui, je suis allée au cimetière, j'ai sorti des défunts des tombes et je les ai mangés. Voilà, vraiment des gros trucs qui ne peuvent pas se passer. Et du coup, évidemment, elle finissait au bûcher ou alors pendue. Et carrément, à cette époque, en fait, il y a un livre qui est sorti, qui s'appelait Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, qui était destiné aux juges. Et en fait, c'était une sorte de livre qui expliquait comment reconnaître les sorcières. Il a été écrit par Kramer, et c'est lui qui a créé justement la rumeur des pouvoirs surhumains, comme le pouvoir de voler, où c'est lui aussi qui a lancé la rumeur que les sorcières mangeaient les enfants. Je pense juste que c'était un homme qui n'aimait pas cette image, comme beaucoup d'hommes d'ailleurs, de ces femmes qui étaient finalement des femmes émancipées, des femmes libres, des femmes qui vivaient un petit peu en retrait de la société et qui voulaient les exterminer, qui les a fait passer pour des monstres. Voilà, donc on est vraiment sur la misogynie contre féminisme, tout simplement. Encore un combat depuis la nuit des temps. Bon, je sais pas si ce Heinrich Kramer était marié, mais je plains sa femme quand même, parce que ça peut pas être tous les jours marrant à la maison, quoi. Moi, j'en profite du coup pour rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est vrai que dans le marteau des sorcières, en fait, il y fait une description physique des sorcières. Donc effectivement, telles que on les représente aujourd'hui, c'est-à-dire plus beaucoup de cheveux sur le caillou, le nez crochu, les verrues partout, etc., etc. La peau toute ridée, la vieille femme, enfin voilà, comme la sorcière dans Blanche-Neige par exemple. Mais en réalité, au Moyen Âge, par exemple, les sorcières, c'était pas du tout ça, quoi. C'était des personnes lambda. Elles, effectivement, la plupart du temps, elles étaient souvent sages-femmes ou guérisseuses. Elles vivaient pas du tout isolées à l'orée des bois. Hein. Elles étaient dans le village, en plein milieu, et même après, puisque finalement la chasse aux sorcières, elle intervient à la période de la Renaissance. Les femmes qui étaient accusées de sorcellerie, c'était plutôt cette fois des femmes de bonne société. C'était pas trop des paysannes en fait ou des gueuses entre guillemets, mais c'était des femmes qui étaient insérées dans la société et parfois même de très bonnes familles, quoi. Il y a pas du tout cette, donc je sais pas où il est allé chercher cette représentation en fait toute pourrie de la sorcière, puisqu'en fait ni avant ni après
on a des femmes qui ressemblent à ça, en fait. Alors moi justement, je me suis renseignée sur ça, sur justement cette image de la sorcière, enfin tout ce qui a été véhiculé, le balai, c'est pareil. Je me disais mais c'était quoi cette histoire de balai? Pourquoi elles volent sur les balais? Pourquoi elles sont laides? Pourquoi machin? Et en fait, il y a un historien qui pense avoir trouvé, parce qu'il y a plein de théories. En fait, quand tu recherches même la signification du chapeau, la signification du physique, signification du chaudron, tout ça, personne n'a véritablement de réponse. C'est des chemins de pensée. Tu as plein d'historiens qui s'y sont intéressés, mais il y en a un qui a l'air d'être sur une piste la plus intéressante. Et en fait, au XVIe siècle, il y a Pieter Bruegel qui a créé l'image de la sorcière a priori. On lui avait commandé une estampe pour illustrer un journal traitant de la sorcellerie. Et en fait, lui, en bon chrétien qu'il était, il a voulu montrer sur son estampe la confrontation de Saint Jacques avec un sorcier. Et bien évidemment, sur son estampe, Saint Jacques gagne. Et en fait, tout autour, en fait, c'est un tableau qui est fait un petit peu comme les tableaux de Jérôme Bosch. Je te montrerai si tu veux, je le mettrai sur Instagram. Et tout autour, il y a des tas de personnages, et dont des sorcières. Et c'est là, en fait, c'est lui qui a créé, alors c'est pareil, il faudra aller dans sa tête pour comprendre pourquoi il a fait ça, mais c'est lui qui a créé la première sorcière qui vole sur un balai. Donc on voit une sorcière dans le fond qui vole sur un balai. On voit d'autres sorcières où on les voit un peu de face, très laides, très moches, avec des verrues, tout ça. Et dont une sorcière sur le côté. C'est bien parce que je fais des gestes avec les mains, mais personne ne voit ce que je fais. Dont une sorcière sur le côté qui est en train de faire une potion dans son chaudron. C'est a priori, selon l'historien Pieter Bruegel, qui a créé toute cette image complètement faussée de la sorcière, de la femme sorcière, qui rentrait un petit peu dans ce que voulait véhiculer justement à l'époque, parce que le journal qui voulait parler de sorcellerie, évidemment, attaquait les sorcières. C'était pas un truc pour les défendre, c'était un truc pour les attaquer. Donc, il fallait qu'elles soient moches, il fallait qu'on ait envie, il fallait ce soit des monstres, en fait, tu vois, des monstres dans leurs actes et des monstres physiquement. Parce que c'est vrai que, bon, du coup, je le répète, mais réellement, au Moyen-Âge, on n'a pas du tout une mauvaise image qui est véhiculée. D'ailleurs, le mot sorcière n'existe pas vraiment au Moyen-Âge, dans le sens où toutes les personnes dont on dit aujourd'hui qu'elles pratiquent la sorcellerie étaient super bien intégrées, et on les voyait pas du tout comme ça. Et puis, en plus, au Moyen-Âge, on a vraiment une vision du merveilleux qui est particulière, mais qui est particulière pas forcément dans un sens péjoratif, tu vois. Au Moyen-Âge, on croit à tout, aux dragons, aux licornes, aux chiens à 3 têtes, et tout fait partie de la vie, en fait, et s'inscrit dans un tout. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends complètement, et en plus je vais appuyer complètement ce que tu dis, parce que de toute façon le combat de fond à cette époque, parce qu'on est bien, ça commence bien au Moyen Âge, c'est pas du tout qu'on voulait s'en prendre à la sorcellerie, parce que je pense en effet que ça existait en tout temps et que les gens ont toujours accepté ça dans leur société. Tu sais, les guérisseurs, tout ça, même encore aujourd'hui, on est content de connaître des guérisseurs et d'aller les voir. Mais je pense en fait que de toute façon le combat de fond, c'est qu'on voulait s'en prendre aux femmes, de toute façon, parce que j'allais parler des chiffres après, mais on va se faire un point sur les chiffres. En Europe, il y a eu 60 000 morts, et dans les 60 000 morts, alors je parle de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières, hein, bien sûr, dans les 60 000 morts, 80% étaient des femmes. Il y a eu quand même quelques hommes, mais 80% étaient des femmes, donc c'est vraiment une attaque contre les femmes qui s'est passée à cette époque. C'est pas la sorcellerie, tu vois, on a utilisé la sorcellerie pour faire peur aux gens parce que les gens étaient superstitieux, et en plus, comme on le dit très bien depuis le début, c'est que c'était même pas la sorcellerie telle qu'elle existait à l'époque. On a dépeint une sorcellerie qui n'existait pas du tout, qui n'a jamais existé et que personne ne fait, pour faire passer des femmes pour des monstres, pour pouvoir les tuer, pour pouvoir instaurer le christianisme partout, et ainsi de suite, en fait. Et ça a pris de l'ampleur, et de toute façon, c'est l'une des pires périodes, l'Inquisition, c'est absolument atroce. Comme tu le dis très bien, en fait, la magie, la sorcellerie ont toujours été acceptées par les sociétés, oui. De toute façon, les procès ont débuté à la Renaissance, en fait, sous Louis XIV. Comme quoi, il n'a pas fait que des bonnes choses, Louis XIV. Enfin, il y a mis fin aussi, cela dit. Donc, c'est lui qui a mis fin, ouais. Ça, ouais, voilà. Mais il y a mis fin aussi parce que il y avait sa maîtresse, la Montespan, qui était
impliqué dans une histoire de sorcellerie avec, pour ceux qui connaissent, la célèbre La Voisin. Il paraît que la maîtresse de Louis XIV faisait des rituels sataniques avec des histoires de bébés tués, justement pour conserver l'amour du roi. Donc ça aurait fait un peu tâche quand même sur le CV de Louis XIV si on avait dû tuer sa maîtresse pour sorcellerie, cela dit. Oui, c'est clair. Donc, en effet, tu donnes une bonne information, c'est qu'en effet, c'est Louis XIV y a mis fin, alors a priori un petit peu contraint, mais en tout cas, c'est lui qui met fin à ça. Et en fait, ce qui est drôle, alors je fais des guillemets parce que c'est pas du tout drôle, mais c'est que vraiment, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui se passe. C'est-à-dire que pendant presque 3 siècles, on a tué des femmes à travers le monde entier, et d'un coup, c'est fini. Et on se dit, c'est bon. Ça veut pas dire pour autant que les sorcières étaient libres et que elles pouvaient se sentir libres, en tout cas de pouvoir faire parler d'elles à nouveau, parce que c'est compliqué après une époque comme ça de vouloir proclamer qu'on est sorcière, malheureusement, avec toute la mauvaise réputation qui a été faite. Alors, il y a aussi au XVIIe, en 1692 et 1693 d'ailleurs, le procès de Salem. Alors Salem, c'est très étrange parce que je crois que Salem, c'est probablement la ville de sorcières, je fais une fois de plus des guillemets, qui est le plus connue dans le monde entier. Par exemple, en France, il y a eu des coins à sorcières. Alors, je fais beaucoup de guillemets, désolé, vous les voyez pas, mais il y a des coins en France où il y avait beaucoup de sorcières, mais les gens les connaissent pas forcément, alors qu'ils connaissent très très bien Salem. Et Salem, c'est étrange parce que c'est une histoire qui a fait du bruit, c'est l'histoire qu'on retient, et pourtant c'est pas l'histoire où il y a eu le plus de morts, parce qu'au final, ça s'est passé, c'est un procès qui a duré entre 1600, en gros début 1692, fin 1692, début 1693. On a arrêté une centaine de personnes, on en a tué 14. Alors c'est horrible, mais comparé au nombre qu'il y a eu en Europe, c'est quand même pas beaucoup. Par contre, en effet, et c'est peut-être pour ça qu'on en parle autant, c'est que les juges ont fini par faire un repentir et ils sont excusés d'avoir fait ce qu'ils avaient fait, parce qu'il y avait aussi, bien évidemment, une fois de plus, tout ça c'était une excuse. On n'a pas cherché à tuer des sorciers et sorcières. C'était par rapport à l'histoire qui se passait justement en Nouvelle-Angleterre, et c'était un petit peu des contextes politiques compliqués. Mais en France, il me semble pas que les gens se soient excusés d'avoir fait tout ce qu'ils avaient fait, malheureusement, alors que à Salem ils l'ont fait. Voilà. Puis certainement que les Américains, avec leur sens bien connu de la démesure, ont fait quand même aussi de la ville de Salem une attraction touristique majeure sur les sorcières. Donc ça fait forcément parler. C'est presque le problème, j'ai envie de te dire aujourd'hui, parce que une fois de plus, Salem, alors tu vois, moi j'ai même limite un petit fantasme, j'aimerais aller à Salem un jour pour voir ça de mes yeux, mais je sais aussi qu'il y a tout un fantasme qui a été construit, parce que ça part de rien en fait, il y a jamais eu de sorcière là-bas. Je suis assez hallucinée quand j'ai fait mes recherches de me dire que c'est vrai, Salem, tout le monde connaît le procès de Salem, et en fait personne ne connaît les procès en France, en fait, très peu, on en a très peu parlé. C'est ça, alors qu'en France, tu peux aller dans le Berry, par exemple. Voilà. Alors c'est vrai que c'est moins glamour, parce que le Berry, c'est le Berry, quoi, tu vois, c'est pas les States, quoi. Ça fait moins bien. Non, c'est sûr, mais en même temps, le Berry, c'est hyper cool, et oui, là, il y a eu quand même beaucoup plus de cas, il y a eu, et il y a une vraie histoire de sorcières. Le Berry, c'est très très réputé pour les sorcières, la sorcellerie. Tout à fait. Et à partir de là, en effet, voilà, comme je disais, en tout cas, officiellement, on n'a pu tuer de personnes. Maintenant, comme tu le disais très bien, aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des pays où on tue des gens pour sorcellerie. Après, en France, par exemple, au 19e, au 20e, beaucoup plus au 19e, on pouvait encore voir des femmes se faire brûler pour sorcellerie. Mais par contre, cette fois-ci, c'était pas l'État, c'était pas l'Église qui les attaquait, c'était les villageois, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, il y a quand même un truc qui s'est passé dans la tête des gens qui a été que la sorcière devenait vraiment l'ennemi numéro 1. Et dès qu'il y avait une suspicion de sorcière, par la suite, c'est bon, l'Église avait fait son taf, il avait réussi à propager un message absolument faux et infect, et des villageois, des fois, arrêtaient des femmes eux-mêmes et les pendaient à des arbres ou les brûlaient, et en fait, il y a le procès des sorcières, finalement, sauf qu'il n'y avait pas de procès, mais la chasse aux sorcières a plus ou moins duré encore assez longtemps, et comme tu le dis, elle se passe encore dans certains pays, et c'est absolument affreux, en fait, c'est absolument affreux. Et d'ailleurs, dans certains pays d'Afrique, alors je m'excuse parce que je me rappelle plus quel pays africain précisément, tue, en tout cas excommunie, lapide parfois, les personnes albinos. Parce que pour eux, les personnes albinos sont considérées comme des sorciers
ou des sorcières, alors que bon, les pauvres, ils sont juste nés avec une particularité génétique, mais et du coup, ces personnes-là, au mieux, elles vont être excommuniées, au pire, elles vont être lapidées, vilipendées, tuées bébés, cachées, massacrées. On se dit que au XXIe siècle, c'est compliqué qu'il y ait des gens qui soient tués, pourchassés pour une particularité physique, en fait. Non, mais ça me tue. Et de toute façon, ça fait partie de tous les décalages qu'on a dans le monde entier, qui sont pour plein d'autres raisons, où tu as encore, par exemple, dans certains pays, des femmes, si elles sont infidèles, se font lapider à mort, alors que leurs maris, eux, n'ont aucun souci et peuvent le faire. Enfin, tu vois, ça fait partie des choses qui sont assez révoltantes et toujours... Bon, là, tu parles de particularités physiques, mais si on revient sur le statut des femmes, d'un point de vue général, dans le monde et encore aujourd'hui, on a encore beaucoup de femmes, malheureusement, qui se font tuer pour des raisons stupides. Un petit peu comme ce qu'on leur a reproché, en tout cas pendant l'Inquisition, en leur disant d'être sorcières, alors que... Et surtout en créant une image de la sorcière qui n'était pas vraie. C'est ça le pire, en fait. C'est que les sorcières, pour moi, elles sont nécessaires. Et comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, justement, par rapport à l'histoire et grâce aux historiens, on a compris que justement ces sorcières étaient importantes dans l'histoire des femmes, en tout cas, pour toutes ces femmes et les femmes d'aujourd'hui que nous sommes, des femmes émancipées, des femmes fortes, des femmes indépendantes, des femmes qui souffrent encore aujourd'hui d'une société patriarcale, et t'as beaucoup de mouvements féministes qui utilisent l'emblème des sorcières justement parce que bah voilà, elles ont presque tout créé en fait. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont mortes aussi pour ça, sans même le vouloir. Mais c'est ça aussi, tu vois, c'est cette différence qui moi peut-être me saute aux yeux beaucoup plus. C'est justement qu'aujourd'hui dans une partie du monde occidental, t'as les jolies sorcières, parce qu'elles sont très jolies les sorcières aujourd'hui, elles sont très instagrammables, j'ai réussi à le dire, waouh, c'est très très cool ce qu'elles font, on est là, waouh, t'es belle, t'es jolie, tu peux jeter des sorts, c'est mignon, tu regardes les livres quand tu vas à la Fnac sur les sorcières, ils sont cute. Et à côté de ça, bah voilà, t'as des femmes malheureusement qui veulent juste aider les gens, qui vivent un petit peu en retrait de la société parce qu'elles savent que c'est encore dangereux de faire ce qu'elles font, qui sont guérisseuses et qui se font tuer. Et ce décalage, il est un petit peu, il est perturbant, quoi. C'est ça. Et puis en fait, c'est quoi être une sorcière ou un sorcier? Parce que c'est vrai que on dit être une sorcière toujours au féminin, mais bon, après c'est tout, vrai, il y a beaucoup d'hommes. voilà, la sorcellerie n'a pas de sexe. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en fin de compte, pratiquer la sorcellerie? Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Parce qu'au final, on peut y mettre tout ce qu'on veut, entre magie des campagnes, magie des villes, magie de la mer, magie de l'air, de la terre, du ciel, enfin de tout ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est que pratiquer la sorcellerie? Dis-moi quelle sorcellerie tu pratiques, je te dirai qui tu es. Enfin, tu vois? Ben toi justement, tu dirais quoi par rapport à ça? La sorcière d'aujourd'hui, elle fait quoi? Elle ressemble à quoi? J'ai envie de te dire, il faudrait peut-être même limite définir un endroit du monde, je crois, parce que disons en France, la sorcière française aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? La sorcière d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est la voisine. Après tout, déjà d'une, comment savoir, puisque c'est pas écrit sur ton visage. Et puis moi, après tout, j'ai une pratique très solitaire. Il y a des gens qui se réunissent dans un coven, qui font ça en groupe. Par exemple, moi, c'est pas du tout mon credo. Je préfère être toute seule avec moi-même. Enfin voilà, je suis assez solitaire. En fait, même moi, je crois que j'arrive pas à donner une définition. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait. Moi, pour moi, quand même, ce que fait la sorcière, c'est avant tout, c'est qu'elle aide les gens. Et qu'est-ce qu'elle a toujours fait? C'est parce qu'elle est guérisseuse, elle est devineresse, elle est astrologue. Elle va apporter des infos aux gens, leur faire du bien. Et puis même si ce sont les premières aussi sages-femmes à avoir pratiqué l'avortement, elles étaient là aussi pour aider les femmes. Il y a une histoire d'entraide, tu vois, dans tout ça. Donc pour moi, c'est peut-être le premier mouvement. La première chose que va faire les sorciers. Après, en effet, il y a des rituels. Alors, je crois que c'est là où ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'après, c'est très personnel. C'est soit on suit les rituels, c'est un petit peu comme les religions. On va suivre tel ou tel rituel, où je pense pas qu'il y a qu'une seule façon d'être sorcière. Non, je pense qu'il y a autant de façons d'être sorcière que d'être humain sur Terre.
Et après peut-être qu'aussi, et c'est peut-être moi ce mouvement-là qui m'avait un petit peu gênée, c'est peut-être qu'à un moment, je crois que ça s'est un peu arrêté. Juste, c'était cool d'être sorcière et de se faire passer pour une sorcière et d'aller sur Instagram et de prendre 2-3 photos et de montrer comment c'est joli. Mais après, moi, le mouvement sorcière, pour moi, et sorcier, en effet, tu as raison de me corriger parce que il faut intégrer les hommes. C'est vrai que on parle souvent des femmes parce que bah, c'est elles qui étaient malheureusement attaquées pendant des siècles, mais il y a quand même beaucoup d'hommes sorciers, ils ont toujours fait partie de l'histoire aussi, et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de sorciers d'ailleurs, et pour moi, c'est important. Pour moi, c'est un mouvement important, et j'ai même presque envie de dire primordial, en fait. Après, c'est comme tout, en fait. On parlait enfin, quand je dis qu'est-ce qu'on y met derrière, quand tu parles des sorcières witchy Instagram, est-ce que ouvrir un livre, suivre une recette, enfin, je vais dire une connerie, mais attacher un ruban autour d'une bougie, faire un vœu, souffler, est-ce que c'est ça être une sorcière? Tu vois, est-ce que c'est ça? Lancer un sort, jeter un sort, pratiquer la sorcellerie, est-ce que sincèrement, réellement, ça fonctionne? J'émets un gros doute, hein, quand même, hein. Alors moi, j'ai justement envie de te dire, c'est pour ça que pour moi, j'appelle ça les sorcières instagrammables. C'est parce que en fait, c'est celles qui font ça juste pour faire joli sur leur Instagram, en fait. Il y a évidemment derrière aucune action. Elles ont peut-être acheté 2 livres et elles ont fait 3 potions. Elles trouvent ça trop mignon. Mais non, mais aujourd'hui, par contre, et j'ai envie de te dire, ça vaut dans tous les domaines. C'est comme une personne qui va se mettre à la cuisine et qui va commencer à se filmer, à faire des vidéos sur YouTube. Il devient cuistot, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est aujourd'hui, Pas faux. on se donne tous, parce que je pense que je peux m'inclure là-dedans, on se donne tous des casquettes dès qu'on a envie de faire un truc, parce que c'est très facile. C'est aussi la génération d'aujourd'hui, c'est que dès qu'on a envie de faire un truc, on se filme, allez hop, je vous montre comment je fais ça, et on devient cuisinier, on devient mécano, on devient sorcier en 2 secondes, quoi. Et je pense que non, bah en effet, si c'est pour faire 3 photos pour Instagram, non, c'est pas ça être sorcier pour moi. Et acheter 2 livres. Pour moi, c'est un truc que tu fais au quotidien, que tu fais depuis longtemps, que tu améliores avec le temps, et surtout, ça, enfin, moi, ce que je vois, et l'essentiel de la sorcellerie, c'est un truc d'entraide, en fait. C'est pas un truc que tu fais pour toi, en fait. C'est un truc que tu fais pour les gens, parfois avec les gens, mais surtout pour les gens. Tu peux le faire pour toi, bien sûr, hein. Moi, je fais des rituels pour moi, mais Après, moi, tu vois, c'est comme le mot médium. C'est des mots sorcière, médium, que j'aime pas trop parce qu'en fait, déjà, c'est des mots qui sont quand même pas mal galvaudés. ouais, C'est des mots fourre-tout et en même temps, c'est des mots où on a l'impression d'être enfermé dans un concept. tout à Euh, fait. alors bon, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Faudrait inventer un mot, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est des mots qui à la fois, bon bah, sont compréhensibles par tout le monde, mais Mhm. sont dérangeants parce qu'en fait, on sait plus à quoi ça correspond. Oui, oui, mais je suis d'accord. Et en plus, bah, le terme a perdu de sa valeur au cours de l'histoire, et t'as raison. C'est vrai que sorcier d'hier, sorcier d'aujourd'hui, ça n'a pas du tout la même signification. Ça, je suis complètement d'accord. Alors, toi qui fais peut-être plus de sorcellerie que moi, est-ce que tu penses que il y a des sorciers qui ont vraiment des pouvoirs qui leur permettent de faire des choses qui défient tout, en fait, qui genre, tu sais, c'est ces fameux sorts dont on entend parler, que moi j'aurais tendance à dire que c'est compliqué, et en même temps, qu'est-ce qu'on en sait? Toi, t'en penses quoi? Ouais, j'ai la même réflexion. Moi, je me dis que tout est possible, en fait. Donc, par exemple, je vais aller très très loin, hein, mais une personne voulait souhaiter la mort de quelqu'un. Alors, normalement, c'est pas très sorcellerie, mais je sais qu'il y a des nécromanciers, des sorciers qui le font. Pour toi, c'est possible? Ouais, pour moi, c'est possible. C'est possible, alors, pas, genre la personne, elle va décéder, là, tout de suite, à l'instant T, en claquant des doigts, tu vois? Mais, moi, je pense que c'est possible de créer des maladies, qui font que, tu vas dépérir, jusqu'à la mort, quoi. De créer des cancers, de créer des choses comme ça. Et ces histoires de poupées vaudou, justement, par exemple, est-ce que tu penses que c'est réel? Ouais, moi je pense que c'est possible parce que au final, la poupée vaudou, c'est quoi? T'as un contenant, enfin Ouais. la poupée vaudou. Normalement, comment ça fonctionne? On y met des charges de la personne à l'intérieur. Donc les charges, ça peut être des fluides, salive, sang, sperme, ça peut être des rognures d'ongles, des cheveux, enfin voilà. Mhm. Heu, et ensuite, on va créer tout un rituel autour de ça. Hem
bon, qui est long et que je vais pas forcément expliquer ici. Mais donc, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pas, et pourquoi à l'inverse, parce qu'on va jeter un gentil sort, celui-là, il va fonctionner. Tu vois, c'est toujours une question, c'est pareil, c'est hyper manichéen en fait, de dire quand on fait de la magie blanche, ça fonctionne, mais quand on fait de la magie noire, ça fonctionne pas. D'ailleurs, je fais une aparté tout de suite avant que quelqu'un me tombe dessus. La magie n'a pas de couleur. Je répète, la magie n'a pas de couleur. Donc ça, c'est quoi? C'est un concept qui a été créé à notre génération, à notre ère. Pourquoi C'est d'ailleurs? ça, Pourquoi parce ils ont fait ça? en fait, j'en sais rien, mais un sort, en fait, il est pas blanc ou noir. Un sort, il est ce que tu vas en faire toi. Donc en fait, ce que tu peux trouver dans les livres, quand tu ouvres un livre qui s'intitule Rituel de magie blanche, le sort que tu vas trouver, en fait, il suffit juste de le détourner, et puis au lieu de faire que quelqu'un va tomber amoureux de toi, et ben tu vas repousser quelqu'un. En fait, tu vois, l'intention que tu vas mettre dans ton sort et ce que tu Ouais. veux en faire va déterminer le résultat, en fait, mais pas de la magie blanche ou de la magie noire, quoi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, tout ça, c'est une histoire d'intention. Et justement, en parlant de poupées, alors tu ne fais pas des poupées vaudou, mais toi, justement, tu fais des poupées magiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je fais des petites poupées magiques, alors qui, à la base, ressemblent un petit peu, de par la forme, aux poupées vaudou qu'on connaît. Mmh. Heu mais qui servent pas du tout à la même chose. En fait, c'est difficile d'expliquer le concept, parce que c'est pareil, il y a autant de poupées magiques que de personnes dans le monde. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, par exemple, demain tu viens me voir en me disant que en ce moment tu as des difficultés, tu aurais besoin d'avoir confiance en toi, Ouais. de prendre des décisions, et cetera, et cetera. Et en fait, selon toi ce que tu veux, je vais créer une poupée. Je vais à l'intérieur y mettre des choses pour t'aider justement à OK. reprendre confiance en toi. C'est Enfin, je c'est sais pas c'est si c'est très clair, parce que dans c'est ma tête c'est ça l'est. non, c'est très clair, mais du coup, ça me fait penser un petit peu, au gris-gris, c'est ça? C'est une sorte de gris-gris personnalisé qui va t'accompagner, qu'il faut garder sur toi et qui t'apporte, la C'est force ça. dans tes intentions, dans ce que tu veux, c'est ça? Ouais, exactement, ouais, c'est ça. C'est quelque chose que je fais à la main, que je fais sur mesure, et vraiment totalement personnalisable à ce que la personne me demande. C'est génial, mais du coup, si les gens sont intéressés, comment ils font pour avoir une poupée magique de ta part? Alors, il suffit de venir me voir sur Instagram. J'ai toujours le même nom Instagram, tout pourri, Julie est en toutoune. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une story à la une sur les poupées magiques, comme ça les gens peuvent voir à quoi ça ressemble exactement, et puis expliquer de manière plus posée et plus réfléchie. Et puis après, il suffit juste de venir me voir en MP, et voilà. Super, et moi je vais, bientôt recevoir la mienne, donc je pourrais faire mon partage d'expérience, par rapport aux poupées magiques, mais je comprends complètement, l'intention de cet objet, et je trouve ça très bien, et en plus, j'ai vu quelques modèles que tu as faits, ils sont très, très beaux. Du coup, vous verrez, les poupées, elles peuvent avoir toutes les formes, ça peut être n'importe quoi, ça peut même être des animaux, et tiens, justement, il y a un truc dont on n'a pas parlé, parce que, en tout cas dans l'imaginaire collectif, on associe justement des animaux aux sorcières, et entre autres, on le voit très très bien. Alors, on le voit dans tout, hein, dans les livres, dans les contes, dans les films, tout ça. On le voit aussi très bien dans la saga qu'on adore, Harry Potter, où ils ont tous un animal assigné à leur personnalité. Mais du coup, dans les faits réels, Julie, qu'est-ce que tu peux nous dire justement des animaux qui accompagnent les sorciers et sorcières? C'est vrai que la plupart du temps, on parle quand même du chat noir, ce qui lui a aussi valu à lui, ce pauvre chat noir, beaucoup de rejets de par la société. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, mais à la SPA, ce sont les chats Ouais, noirs qui sont le moins adoptés quand même, il faut le c'est savoir. incroyable, hein. Encore Ce qui est aujourd'hui, quoi. dingue, C'est incroyable. ouais, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est juste une couleur, en fait, donc Non, mais comme quoi hallucinant. l'imaginaire, ouais. Mais c'est vrai que la représentation de la sorcière, c'est surtout ça, c'est son chat noir, son bouc,
hein, lors des orgies Bah oui, avec c'est Satan. Satan. Bah oui, forcément. Voilà, on a toujours le book. D'ailleurs, dans Sabrina, que ce soit l'ancienne version quand j'étais jeune ou la version d'aujourd'hui, elle a son chat Salem. On le voit bien, on a bien les représentations du book aussi avec Satan. Mais est-ce que on sait pourquoi un chat noir? Pourquoi on a associé le chat noir à la sorcière? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais tu sais, je pense que ça doit être une histoire un petit peu comme cette histoire du peintre, là, Peter Bruegel. Ça doit être une histoire toute bête comme ça, où un jour quelqu'un a représenté une sorcière avec un chat noir, et après, du coup, ils ont dû se dire, ah, c'est bon, chat noir pour toutes les sorcières. Alors c'est possible. La seule chose que je peux te dire, c'est que on parle donc des procès de sorcières. Elles étaient tuées, elles étaient brûlées, mais quand il y avait des animaux, on les tuait aussi également. Ah là là, d'accord. Bon, évidemment, ça n'a pas la même valeur qu'une vie humaine, donc on n'en parle pas dans les livres, mais on tuait effectivement les chats, le bétail, quand il y en avait aussi, parce qu'en fait, tout était considéré comme souillé par la sorcière. Incroyable. C'est fou quand même. C'est l'ampleur que ça a pris, c'est horrible, quoi. Il y avait d'autres animaux qui étaient associés à la sorcière, à part le bouc et le chat? Le Oui, crapaud, tu non? avais le crapaud, tout à fait. Bah, tu sais bien qu'on jette des sorts avec de la bave de crapaud. Voyons, on voit Ouais, ça oui. partout aussi. Donc, le crapaud, on a les chauves-souris aussi. Tu vois bien, ta période Halloween arrive, c'est la période des chauves-souris. Les Oui! sorcières se transformaient, tel Dracula, en chauve-souris la nuit également. Ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. On leur apporte beaucoup trop de pouvoir à ces sorcières, les pauvres. Alors qu'elles allaient Complètement. juste chercher des plantes dans la forêt, laissez-les tranquilles, mince. C'est ça, c'est ça. Et puis on avait la chouette, enfin voilà, tous ces animaux-là. On disait même à un moment donné aussi, d'ailleurs au Moyen Âge, on avait cette croyance que les sorcières se transformaient en loups. Ah ouais? Ah On tiens, avait la j'étais pas au courant de lycanthropie. ça. Ah ouais? Ouais, au Moyen Âge, on avait la lycanthropie et voilà, on avait beaucoup cette image, bon qui s'est perdue parce que c'est vrai que encore une fois, au Moyen Âge, il y avait vraiment cet imaginaire du merveilleux, qui était, foisonnante, et qu'à la fin du Moyen Âge, on a complètement perdu en fait où, bon, les gens se disaient: «Allez, les dragons, les licornes, c'est bien gentil, mais non merci, quoi». Mais tu vois, quand tu me parles de tout ça et qu'en effet, on est quand même sur une période moyenâgeuse, ou en tout cas où on commence à apporter cette image de sorcière, on sait aussi que le Moyen Âge était beaucoup dans le symbolisme et que tout était représenté avec des symboles. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que les animaux choisis, en fait, représentent bien en fait ce qu'ils ont essayé de montrer de la sorcière, en tout cas ce qu'ils ont voulu créer. Tu vois, par exemple, le crapaud, c'est plein de verrues. Étrangement, on a dit plus tard que les sorcières avaient des verrues, étaient moches, tu vois, le crapaud, c'est parce qu'il y a de plus beau, a priori, Mmh. hein, mais le chat noir, c'est un chat, en effet, qui peut faire peur. La chouette, l'hibou, ce sont les animaux qui représentent la nuit. Tu m'as dit quoi encore? Chauve-souris, c'est pareil, La chauve-souris, ouais. chauve-souris, c'est des bêtes qui vivent un petit peu reclus. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a là que des symbolismes pour parler de la sorcière, pour montrer la sorcière. Il n'y a absolument pas de colombe ou de cheval blanc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que des petits animaux que moi j'adore, hein. Moi, mon animal totem, c'est quand même la chauve-souris. Mais et d'ailleurs, tous ces animaux, je trouve, représentent un petit peu aussi mon milieu. Enfin, j'utilise beaucoup la chouette, moi, la chauve-souris, le chat. Donc, et pourtant, je suis pas sorcière, mais plus dans le paranormal, tout ça, tu vois, c'est des symboles qu'on associe à des mouvements. Et je pense que c'est ce qui a créé. On a créé ces symboles pour l'associer à la sorcière, pour créer ce mythe de la sorcière, mais je pense que c'était pas du tout. Enfin, je pense pas que c'était réel. Je pense pas qu'elles avaient toutes des chats noirs. Et puis, c'est aussi des animaux, des bois qu'on rencontre, la chouette, la chauve-souris, Ouais. le crapaud qu'on rencontre dans les bois et la sorcière, elle était, au fin fond du bois là, elle aurait, Bah oui, c'est ça. Elle était le excentrée, village, hein. voilà, tout à fait, donc c'est des animaux forcément qu'on retrouvait, autour de chez elle. Ouais, ouais, c'est ça. Donc peut-être le message de tout ça, c'est outre le message hyper féministe de ce podcast, c'est peut-être aussi
allez adopter des chats noirs, les pauvres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui encore, vraiment, les chats sont abandonnés parce qu'ils sont noirs et que les gens sont superstitieux et qu'ils pensent que ça va leur porter malheur. Et c'est atroce. Il faut pas faire ça du tout. Tout court, il faut pas abandonner ces animaux, mais encore moins ces pauvres petits chats noirs. Donc allez les adopter, leur donner beaucoup d'amour. Est-ce que tu as un mot de la fin, Julie? Je pense on aurait encore beaucoup de choses à dire sur les sorcières, sur ce mouvement, sur tout ce que ça a apporté, parce que c'est très important, mais il y a un moment où on va devoir arrêter malheureusement ce podcast. Est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose, le mot de la fin? Bah écoute, non. Eh bien, merci. Au revoir. Non, parce que, comme tu l'as si bien dit, en fait, on aurait tellement de choses à raconter. Voilà. Et je sais que tout le monde attend une anecdote comme le tabac dans l'anus. Et Et voilà. j'en ai pas. Et je suis désolée, j'arrive pas à en trouver. C'est pas faute d'avoir cherché une anecdote aussi forte, mais là, je vais devoir m'incliner. Je suis faillible. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal parce que comme ça, on garde en référence pour toujours, pour l'associer à toi justement, la référence du tabac dans l'anus et on s'en souvient toute notre vie. Il y aura plus d'anecdotes de fin de podcast comme ça, on n'oublie pas. Magnifique. Bon, alors vous avez compris, vous pouvez commander des petites poupées magiques auprès de Julie. Alors Julie l'a dit tout à l'heure, vous pouvez la retrouver justement sur son Instagram, qui n'est pas, c'est pas une sorcière instagrammable, hein, c'est un Instagram très sympa. C'est Julie-et-1-toutoun. Mais de toute façon, je te taguerai sur une publication. Ouais, bien sûr. D'ici quelques jours, avec Julie également, nous partons à Prague. Je vous le dis, je vous le balance comme ça parce que ensuite, il y aura un podcast spécial Prague. On va vous raconter tout ce qu'on a fait. On va pas trop vous parler de ça pour l'instant. On va pas non plus vous donner les raisons pour lesquelles on va là-bas, outre le plaisir d'aller ensemble dans une capitale que tu connais bien, Julie. Mais on va faire 2-3 petites choses. On vous racontera tout ça dans le podcast. Il y aura aussi une vidéo. Ça y est, je m'arrête, je n'en dis pas plus. Donc, soyez patients. En attendant, vous pouvez donc retrouver Julie sur Instagram et moi également. Mon Instagram, c'est Vanessa-Paranormal Life. Là, vous avez un Linktree avec tous les liens, mais sachez qu'il y a aussi l'Instagram du podcast qui est Who You Gonna Call tout attaché -podcast. Et si vous voulez participer à un événement, parce que sachez qu'à partir de 2022, Julie va être aussi intervenante sur les Nuits Ghost Hunt, eh bien vous pouvez nous rejoindre. Et du coup, l'Instagram, c'est Nuits Ghost Hunt tout attaché. Il y a aussi un site internet qui est, à chaque fois j'oublie, les Nuits Ghost Hunt toutattaché.com. Voilà, j'arrête de faire la pub. Écoute, merci Julie, merci une fois pour toutes. C'était un podcast qui était un peu compliqué parce qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques. J'ai déménagé et du coup j'ai une très mauvaise connexion. Mais le sujet nous tenait à cœur. On avait très très envie de parler des sorcières. Donc merci à toi. Et merci encore une fois à toi de m'inviter et à tout le monde de nous écouter. Et également, c'est ça. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et on se dit à très vite. À bientôt. Ciao. À bientôt. Been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's hell to pay.